Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. L'avenir du gouvernement va peut-être se jouer demain à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale, qui comprend notamment une baisse des exonérations sur les entreprises et une augmentation des retraites moins forte que l'inflation en janvier. Demain, ça passe ou ça casse. Soit le gouvernement a une majorité, soit toutes les oppositions se liguent pour faire tomber Michel Barnier. Le Rassemblement national va avoir un rôle clé. Invité de l'entretien de Dimanche en politique, Thomas Ménager, bonjour. Vous êtes porte-parole des députés Rassemblement national, député du Loiret et membre de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, ce qui tombe bien pour parler de la sécurité sociale. Cette semaine, les agriculteurs de la FNSEA d'un côté, de la coordination rurale de l'autre, ont retrouvé le chemin des préfectures, comme par exemple dans votre département, le Loiret, devant la préfecture d'Orléans, c'est jeudi, pour alerter le gouvernement sur les lourdeurs administratives, les contraintes environnementales qui les empêchent de travailler, disent-ils, et sur leurs revenus. La FNSEA annonce d'autres actions d'ici une dizaine de jours. Hier, la ministre de l'Agriculture s'est engagée à lancer un chantier de simplification administrative. La FNSEA a salué de premières avancées et surtout, le syndicat majoritaire défend, lui, une stabilité du gouvernement. Il dit on préfère avoir ce gouvernement-là qu'un autre tout le temps qu'il y a des avancées comme ça, alors que son concurrent, la coordination rurale, est plus radical. Vous êtes plus proche, vous, de la coordination rurale ? Non, on parle avec l'ensemble des agriculteurs, avec les deux syndicats majoritaires, FNSEA et coordination rurale. Ce qui est certain, c'est que nous alertons maintenant depuis plusieurs années et depuis plusieurs mois, parce qu'on avait eu un élément de communication avec M. Attal devant des ballots de paille, et rien n'a changé. Au final, rien sur les prix rémunérateurs, rien sur les accords de libre-échange, rien sur les normes, la complexité administrative. Il y a des petites mesurettes de Mme Genevard, et tant mieux si ça peut aller dans le bon sens. Mais aujourd'hui, il faut changer globalement le système pour que nos agriculteurs, alors qu'il y en a un qui se suicide tous les 2 jours, puissent vivre de leur travail. Donc ça veut dire que vous soutiendrez les manifestations des agriculteurs, si elles doivent continuer, de la FNSEA ou de la coordination rurale ? Oui, j'étais la semaine dernière à une manifestation de la FNSEA, j'ai échangé avec la coordination rurale. Ils sont exaspérés, notamment les plus jeunes, qui épousent un métier incroyable, qui nourrit la population. Ils ne sont pas entendus. On ne change pas le système global. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre de leur travail. Donc, il faut les soutenir et entendre leur exaspération. Alors, en toile de fond de ces manifestations, il y a la crainte que le Mercosur, le traité de libre-échange entre l'Europe et plusieurs pays d'Amérique latine, soit signé par l'Union européenne. Ça a été l'objet d'un débat ces derniers jours à l'Assemblée nationale. Pour vous, au RN, il y a une question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'il faut rejeter totalement l'accord Mercosur ou est-ce qu'il peut y avoir des négociations ? C'est la différence que nous avons avec le gouvernement actuel qui dit ce traité-là, en l'état, n'est pas acceptable, mais on va continuer avec ces accords de libre-échange. Nous souhaitons mettre fin totalement à ces accords de libre-écge et surtout extraire... Pas de négociation possible. Non, pas. Le Mercosur doit s'arrêter. Parce qu'en plus, c'est une folie pour nos agriculteurs, pour notre économie, et aussi une folie environnementale. On a mis en place, contre les protestations du Rassemblement national, un accord avec la Nouvelle-Zélande. On va chercher aujourd'hui de la viande d'agneau à 20 000 km de Paris. C'est une folie environnementale et ça met en danger nos filières françaises. Sur le fond, vous êtes pour ou contre les traités de libre-échange, philosophiquement, politiquement ? Non, philosophiquement, de dire qu'on se repose totalement sur les importations, que l'on ne développe pas nos filières, que l'on fait venir, comme ça va être le cas avec le Mercosur, de la viande de l'autre bout de la planète, c'est une folie, une aberration. Mais je parle des traités de libre-échange en général. Les traités de libre-échange, pour vous, est-ce que c'est une bonne piste ou pas ? Est-ce qu'il faut favoriser le commerce international ? Il peut y avoir des accords bilatéraux. Le problème de ces accords de libre-échange, c'est qu'ils sont négociés à Bruxelles. Et ils ne peuvent pas répondre aux besoins et aux problématiques françaises parce que les besoins de l'industrie allemande pour exporter des véhicules allemands nuisent à l'agriculture française et aux éleveurs. Philosophiquement, vous n'êtes pas contre les traités de libre-échange ? Mais on n'est pas contre qu'il y ait des échanges. Il y en a toujours eu, même avant l'Union européenne, avant ces accords de libre-échange. Il peut y avoir des accords bilatéraux, des accords commerciaux. De pays et à ces pays. accords uniques, globalement négociés, n'ont absolument pas de sens. Et on l'a vu avec tous les accords qui ont été signés ces dernières années. Qui cédera le premier sur le budget ? Demain, on y verra plus clair. Normalement, toute la semaine, entre Michel Barnier et Marine Le Pen, les échanges en face à face ou à distance se sont multipliés. J'ai répété pour la énième fois quelles étaient les lignes rouges du Rassemblement national. J'ai rappelé que nous considérions que l'augmentation des taxes sur l'électricité était inadmissible. J'ai décidé de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité. Dès lundi, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, chacun prendra ses responsabilités. Moi, j'aurais pris les miennes. Thomas Ménager, donc maintenant c'est clair, la surtaxe sur l'électricité a été abandonnée, vous aviez érigé cette mesure comme symbole. Maintenant, pour voter le budget de la sécurité sociale, vous dites il faut que le gouvernement abandonne l'augmentation limitée des retraites, abandonne aussi la baisse des remboursements de médicaments, abandonne également la fin ou la baisse des exonérations d'aide aux entreprises. C'est tout ou rien maintenant ? Vous
savez, on avait déposé un contre-budget rédigé par Jean-Philippe Tanguy en lien avec Marine Le Pen et Jordan Bardella de 80 mesures. Ça aurait été le projet que nous aurions mis en place si nous avions une majorité. Sur ces 80 mesures, nous sommes très raisonnables. Nous avons pris que 10% d'entre elles et nous avons fixé des lignes rouges qui étaient pas d'augmentation des impôts, des taxes sur les classes populaires et les classes moyennes, et notamment l'affaiblissement, l'appauvrissement de nos retraités avec une baisse de leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pour le premier groupe de l'Assemblée nationale, ce n'est pas déraisonnable de demander de telles lignes rouges. Et donc aujourd'hui, oui, c'est tout ou rien. Nous avons dit au Premier ministre que nous étions très raisonnables et que nous attendions qu'il réponde aujourd'hui sur ces lignes rouges. Alors par exemple, s'il dit, bon, d'accord, je vous donne l'accord sur les retraites par exemple, mais qu'il ne va pas sur les médicaments par exemple, vous dites non, c'est pas assez, c'est tout ou rien. Alors il y a cette question, je vous ai dit, c'est un ensemble global, et il y a aussi la question du financement. Parce que ce que je tiens à alerter, sur lequel je tiens à alerter vos téléspectateurs, c'est que sur l'électricité, il a fait un pas en avant et nous sommes heureux de l'avoir, mais aujourd'hui on ne sait pas comment ça sera financé. Nous souhaitons des mesures structurelles qui ne vont pas menacer le déficit ou d'autres impôts. Parce que si on vous donne d'une main et qu'on vous reprend de l'autre, comme c'est peut-être le cas, puisqu'il y a eu une taxe sur le gaz au Sénat votée par les sénateurs LR, les sénateurs de M. Barnier, ça serait une nouvelle ligne rouge et ça serait impossible pour nous de voter. Donc vous ouvririez un nouveau front finalement avec le gouvernement sur si le gaz augmentait, si la taxe sur le gaz... Oui, parce que si on méprise nos électeurs, si on dit oui, on fait une petite avancée. Alors donc déjà, vous mettez le gaz en plus, j'allais dire. Bah oui, si on prend, je vous dis, si on redonne d'une main pour reprendre sur un autre sujet et gréver encore plus le pouvoir d'achat des Français, ça sera impossible pour nous. Donc très clairement, à l'heure qu'il est aujourd'hui, il y a plus de chances que vous, les députés Rassemblement National, votiez pour une motion de censure s'il y a un 49.3 que le contraire. Actuellement, d'après les retours que nous avons du Premier ministre, qui ne semble plus vouloir évoluer, et donc nous l'appelons encore une fois à entendre, pas le Rassemblement National pour le Rassemblement National, mais les 11 millions de Français qui sont derrière nous et qui disent « Stop, nous n'en pouvons plus, nous ne pouvons voir notre pouvoir d'achat encore abîmé davantage ». Actuellement, oui, le Premier ministre a 100% de chances d'être censuré. Mais il a aussi 100% de chances de ne pas être censuré s'il écoute les propositions raisonnables et les contre-mesures que nous avons proposées pour les financer. Comme il y a peu de chances, parce que sinon, s'il écoutait tout, vous seriez au gouvernement. Donc, comme il y a peu de chances que vous ayez 100% de satisfaction, c'est plutôt 100% de risque pour lui. Non, c'est vraiment notre différence avec notamment le Nouveau Front Populaire qui a dit le programme, rien que le programme, je vous l'ai dit. Nous avons eu un contre-budget avec plus de 80 mesures. C'est tout ou rien, vous m'avez dit. Tout ou rien sur 10% seulement des mesures. Nous ne sommes pas majoritaires, mais nous sommes aujourd'hui le premier groupe à l'Assemblée nationale, le premier parti du pays. On a pris que ces 4 lignes rouges sur un ensemble de 80 mesures. Je considère que c'est très raisonnable et c'est des lignes rouges qui sont très simples. C'est ne tuons pas nos entreprises, notre compétitivité, notre croissance et le pouvoir d'achat des plus faibles dans notre pays. Les discussions se poursuivent entre le Rassemblement national et le gouvernement. À quel niveau ? Je vous confirme que les discussions se poursuivent actuellement. À quel niveau ? C'est Marine Le Pen qui téléphone à Michel Barnier ? Aujourd'hui, alors il y a des échanges qui existent, notamment avec Jean-Philippe Tanguy, qui est en charge du programme économique. C'est pas Marine Le Pen, Michel Barnier en direct. Il y a différents échanges. Je vous révélerai pas aujourd'hui des échanges qui sont des correspondances. Il y a des correspondances et des échanges qui existent toujours entre le Premier ministre et la principale chef de l'opposition de notre pays, entre les cabinets respectifs des deux, pour obtenir aujourd'hui une avancée sur ce projet et surtout sur les contre-mesures, faire des économies structurelles, c'est-à-dire baisser l'aide publique au développement, baisser les montants dédiés à des agences, des autorités qui ne servent à rien, réduire l'aide médicale d'État pour le remplacer par une aide médicale d'urgence. Nous avons mis sur la table non pas seulement des gains de pouvoir d'achat, mais aussi des mesures d'économie structurelle parce que la situation de nos finances publiques aujourd'hui est catastrophique. Alors au fond, je vais vous poser la question de confiance, j'allais dire, Thomas Ménager. Vous avez en fait décidé de censurer Michel Barnier. La question c'est de savoir quand. Si c'est lundi ou mi-décembre au moment du budget de l'État. Non, je vous indique que non. Nous sommes constructifs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos électeurs, vos adhérents ? Censurer Michel Barnier ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils nous disent tenez bon pour ne pas laisser passer ce budget et censurer s'il le faut, si le Premier ministre n'entend pas, parce que le budget de l'an passé, parce que c'est ce qui se passerait, il n'y aurait pas aujourd'hui de catastrophe si le budget n'était pas voté. Il y aurait le budget de l'an passé qui serait prolongé, qui est moins pire que ce nouveau budget, et puis on voterait un budget au mois de janvier, au mois de février, ça serait juste que reporter le moment du vote du budget. Donc nos électeurs, ils nous disent tenez bon face à cette atteinte à notre pouvoir d'achat, à notre sécurité et à l'absence de volonté de lutter notamment contre l'immigration. J'entends, mais je vous posais la question de fond. Au fond, vous voulez quand même renverser Michel Barnier ? Si on avait voulu renverser Michel Barnier comme le veut le NFP, on l'aurait censuré dès le premier jour. On le dirait dès maintenant. On aurait dit c'est les 80 mesures du programme et du contre-budget que nous avons proposé ou rien. On a été très raisonnable, on a fait un travail constructif et nous allons
donner la possibilité au Premier ministre jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant de se saisir. C'est quand le dernier instant? Ça sera le moment où soit lundi 15h. Soit lundi, s'il propose un vote où nous voterons contre ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce budget de la Sécu, soit quelques jours plus tard, dans le cas d'une motion de censure, où jusqu'au dernier moment, s'il actionne le 49.3, il peut changer son texte et il peut enfin entendre les 11 millions de Français. En tout cas, la premier avertissement, vous avez dit là tout de suite que s'il propose un vote sur le budget de la sécurité sociale, vous voterez contre déjà. Bien entendu, parce que ce budget, déjà parce que nous sommes dans l'opposition et que ce budget globalement ne nous satisfait pas, et qu'il y a en plus ces lignes rouges qui sont aujourd'hui impossibles pour nous et pour nos électeurs. On va parler du Rassemblement national pour se poser la question de savoir s'il y a un tournant. Nathalie Morey, journaliste politique à Ebra Presse, est avec nous pour sa carte blanche. Bonjour Nathalie. Bonjour Francis, bonjour Thomas Ménager. Bonjour Morey. Marine Le Pen, on le sait, est menacée d'inéligibilité immédiate. Si jamais ça se confirme en mars, lors du jugement, que se passera-t-il? Au niveau national, au niveau du parti, on le sait, il y a Jordan Bardella. Mais à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle pourra garder son poste de présidente des députés RN? Alors s'il y a l'exécution provisoire, qui serait un scandale compte tenu des plaidoiries, compte tenu même des soutiens de nos opposants politiques, de Jean-Luc Mélenchon, en passant par M. Chevènement, M. Estrosi ou M. Darmanin, on dit que ça serait un scandale si Marine Le Pen serait jugée inéligible sans possibilité de faire appel. Si ça se passait, elle garderait en vertu d'une décision du Conseil constitutionnel sa possibilité d'être députée, donc d'être présidente de notre groupe, mais elle serait empêchée d'être candidate à l'élection présidentielle, ce qui serait un scandale démocratique. Mais elle pourrait rester à l'Assemblée parce qu'elle sera quand même considérablement affaiblie. Oui, elle resterait à l'Assemblée, elle continuerait à se battre et nous continuerions à nous battre à ses côtés. Donc, mais aujourd'hui, on n'est pas dans cet état d'esprit, Mme Morey, parce qu'elle est innocente. Les plaidoiries de la défense ont été très claires, très convaincantes. Mais les réquisitions ont été aussi très sévères. Et elles ont été très politiques, surtout. Jordan Bardella, lui, il va bien et pour le coup, il n'est pas du tout affaibli. Dans le dernier baromètre Odoxa que nous, Presse quotidienne régionale et donc le groupe Ebra ont publié, il est pour la première fois préféré à Marine Le Pen par les sympathisants RN. Et de façon très nette, il y a plus de 20 points d'écart. Est-ce que ce résultat vous surprend? Moi, ce que je vois, c'est qu'on a aujourd'hui deux personnalités, Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui sont en tête de tous les instituts de sondage. Oui, mais Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella qui est devant dans son sondage devant Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes surpris? Chez les sympathisants. Marine Le Pen est aujourd'hui en tête dans le baromètre Ipsos comme la personne la mieux placée pour succéder à Emmanuel Macron. Il y a certains qui, notamment les jeunes, qui ont une sensibilité pour Jordan Bardella parce que c'est une question de génération. Mais aujourd'hui, les deux veulent ce binôme, veulent soutenir ce ticket gagnant parce que aujourd'hui, le premier soutien de Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Le premier soutien de Jordan Bardella, c'est Marine Le Pen. Et pour une fois, je sais que ça vous étonne. Entre eux, je sais qu'effectivement, il n'y a pas de différence. Mais je sais que ça vous étonne parce que dans tous les partis politiques, les dirigeants se tirent dans les pattes pour leur intérêt personnel. Nous, on a deux personnalités qui travaillent main dans la main dans l'intérêt des Français. Il y a deux personnalités qui travaillent main dans la main avec pour objectif l'élection présidentielle de 2027. Vous avez donc deux personnalités importantes dans votre parti. De qui vous sentez-vous le plus proche? Mais moi, je me sens proche des deux. Et les deux mains dans la main. Et c'est pas de la langue de bois, c'est que je sais que dans l'intérêt des Français, il faut qu'il y ait les deux. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce ticket gagnant qui a un espoir pour des millions de Français. Je veux dire, c'est sûr que quand on va chez les macronistes ou chez LR, ils sont tous en train de se dire qui va être candidat à la présidentielle, qui est pour leur intérêt personnel. Aujourd'hui, ils ont le même projet, ils travaillent main dans la main, et c'est seulement cette complémentarité qui nous permettra de sauver la France du marasme actuel. Merci Nathalie. À propos de gages de bonne volonté que Michel Barnier fait dans votre direction, il a promis, le Premier ministre, de lancer une réflexion sur la mise en place de la proportionnelle pour l'élection des députés. Vous y tenez au Rassemblement national, mais quelque chose qui n'a pas été tranché lors de la présidentielle notamment. Quel type de proportionnelle? Parce qu'il y a plusieurs types de proportionnelle. Soit sur tout l'ensemble du pays, soit département par département, comme on l'a connu en 1986, soit avec une prime au vainqueur. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, nous souhaitons qu'il y ait dans tous les cas une prime majoritaire qui soit donnée pour qu'il y ait une majorité et éviter la situation actuelle, c'est-à-dire 3 blocs, pas de majorité et une France ingouvernable. Ça, c'est un premier élément. Concernant après le mode de scrutin national ou départemental, il peut y avoir une discussion. On a toujours dit qu'il y aurait des débats parlementaires. C'est pas tranché pour vous? C'est pas tranché, il faut qu'on en discute et il faut qu'il y ait ce travail parlementaire. C'est la beauté de notre démocratie parlementaire. Peut-être qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une liste départementale pour garder une part d'ancrage. Ce qui est certain, c'est qu'il faut la proportionnelle pour de la représentativité, une prime majoritaire, pour une majorité claire
aujourd'hui. Il faut que ce soit fait pour les prochaines législatives. C'est dans un an, parce qu'on ne peut pas dissoudre avant. Nous appelons de nos voeux que ça soit le cas pour les prochaines législatives. Donc vous êtes aujourd'hui, vous, convaincu, monsieur Le Tellier, d'après ce que je comprends, qu'il y aura une dissolution, et vous avez raison. Je dis ça ne peut pas être avant juin, j'ai juste dit ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, la France est ingouvernable quand ce parti unique de Jean-Luc Mélenchon à monsieur Wauquiez se sont alliés. Il faudra le mettre en place, parce que les mêmes causes produisant éventuellement les mêmes effets, même si je pense qu'aujourd'hui, on aurait une majorité beaucoup plus nette pour le Rassemblement national dans cette émission. Je voudrais vous parler du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui va être mis en place du primaire au lycée dès l'année prochaine, et ça crée des remous, y compris entre la ministre de l'Éducation nationale et son ministre à la scolarité. Sur le principe, déjà, pour vous, sensibiliser les enfants et les jeunes à la vie affective, à la vie sexuelle, est-ce que ça fait partie des missions de l'école ? Alors, ça fait partie des missions de l'Éducation nationale, mais il ne faut pas remplacer les parents, déresponsabiliser les parents, parce que l'école est là pour faire de l'instruction et pas aller sur des sujets qui sont pas forcément le cœur de son rôle, qui est d'apprendre à savoir lire, écrire, compter, connaître notre histoire. Aujourd'hui, il peut y avoir, et il y en a toujours eu, ce type de sujet, notamment sur la question de l'égalité homme-femme, sur la question de la prévention, de la contraception, de la prévention aux violences sexuelles et sexistes. Mais il faut éviter que ça soit des associations idéologues qui viennent dans nos écoles et qui aillent beaucoup trop loin. Et il faut surtout adapter les programmes à la maturité, ça, à c'est ce qui est prévu. Parce que la polémique, elle est née parce qu'il y a la question de genre, où on expliquerait aux enfants ce qu'est le genre, comment on se définit un garçon, comment on se définit une fille. Ça fait débat dans la société. C'est tabou pour vous aussi, ça ? Non, mais vous savez, les enfants, c'est déjà très difficile pour eux de se construire aujourd'hui. Justement. D'aller les perturber, souvent à un âge qui n'est pas le bon. Quand on voit que en CM2, on apprend ce qu'est une fellation, excusez-moi, monsieur Le Tellier, mais c'est pas le rôle. Dans certains cas, c'est arrivé avec des associations idéologues. Il faut aller à quelque chose qui est adapté à l'âge, mais sur la définition du genre, garçon et fille, parce qu'à 12 ans, 13 ans, quand on est adolescent, on peut se poser la question. Il faut l'aborder à l'école, non ? Mais cette théorie du genre, c'est des théories de sociologues. C'est pas une théorie. Sujets de sociologue. C'est des questions que se posent les gamins. Aujourd'hui, elle est souvent détournée, souvent très complexifiée. Ça perturbe nos enfants, et voilà, dans leur construction. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'ils auront le temps, quand ils sauront lire, écrire, compter, qu'ils seront des citoyens avertis, de lire et d'étudier des théories de sociologues qu'on voit à l'université. Merci Thomas Ménager d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Rebonjour, Dimanche en politique suite. Il a fallu 3 mois pour trouver un Premier ministre, Michel Barnier en l'occurrence. 3 mois après, voilà ce gouvernement à la merci d'un 49.3 pour faire passer le budget et d'une motion de censure qui pourrait le faire tomber. Tout va peut-être se jouer demain en fonction du vote des députés sur le budget de la sécurité sociale. Avant lui, d'autres premiers ministres ont aussi dû avoir recours au 49.3 pour les finances, les retraites. C'est resté dans la mémoire des Français, en particulier lors des 20 mois qu'Elisabeth Borne a passé à Matignon. Bonjour. Bonjour. L'ancienne première ministre qui est notre invitée aujourd'hui dans Dimanche en politique. Vous êtes aussi député du Calvados, ainsi que bientôt numéro 2 de Renaissance. On va reparler de tout cela avec vous. Mais l'un des temps forts de votre passage à Matignon, je le disais, ça a été en 2023 la réforme des retraites, qui est revenue sur le tapis cette semaine, jeudi, lors de la journée parlementaire de la France Insoumise. La gauche veut abolir la loi. Après une journée de débat tumultueux, il n'y a pas finalement eu de vote. Le Bloc central avait déposé 900 amendements. Vous faites obstacle à l'expression de la volonté générale des Français, qui est l'abrogation évidemment de la réforme des retraites à 64 ans. Mais comment penser profondément au terme de cette triste journée ? Cette triste journée qui fait honte à notre Chambre, à ce qu'elle a représenté pour l'histoire de France. Oui, vous êtes une force réactionnaire et je vais vous le dire pourquoi. Vous n'avez que pour seul but, sous vos 2 mandats, de réduire les droits des Français. Nous avons fait le choix délibéré de vouloir en débattre encore, en débattre toujours, car oui, on n'annule pas 20 milliards d'euros en quelques heures à peine, sans avoir aucune capacité à le financer. Merci. Vous ne l'emporterez pas avec vous, sachez-le. Par contre, on se passera de vos services dès la semaine prochaine pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Alors Elisabeth Borne, vous étiez dans l'hémicycle évidemment pour suivre ces débats jeudi. Il y a eu des moments tendus et notamment un incident grave lorsque le député MoDem Nicolas Turquois a dû être stoppé par les huissiers au moment où il commençait à s'avancer vers ses collègues de gauche d'un air menaçant. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il doit être sanctionné ? Pour vous, il doit être sanctionné ? Enfin, moi, je ne vais pas me prononcer sur Nicolas Turquois. Le débat a été d'une outrance permanente de la part de la France Insoumise comme du Rassemblement national. Vous avez montré Jean-Philippe Tanguy qui a injurié une de nos collègues, qui a soi-disant pris la parole pour s'excuser et qui a reproféré des injures. Donc c'est un spectacle absolument lamentable qui a été donné. Mais sur Nicolas Turquois quand même, est-ce qu'il doit être sanctionné ? Enfin, je pense qu'il faut effectivement que chacun garde ses nerfs dans l'hémicycle, qu'il faut qu'on soit tous attentifs à pas donner un mauvais spectacle. Est-ce qu'il doit être sanctionné ? La dernière sanction, c'était une députée LFI qui brandissait un drapeau palestinien. Lui,
Est-ce que, après avoir menacé certains de ses collègues, il doit être sanctionné? Je pense qu'il ne faut pas en venir effectivement à des menaces sur ses collègues. Oui, mais vous ne répondez pas sur le fond. Non, mais sans doute que ça relève de sanctions, oui. Parce que vous êtes sa collègue, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais voilà. Mais je vous dis, pour ceux qui étaient dans l'hémicycle, je peux vous assurer que ça n'est pas l'image qu'on a envie de donner de la représentation nationale. Alors justement, nationale. vous étiez dans l'hémicycle, mais vous n'êtes pas intervenu pendant le débat. Et ça peut être étonnant, parce que c'est vous qui étiez au premier rang, quand même, au moment de la réforme des retraites. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu? Moi, vous savez, c'était vraiment un débat totalement irresponsable. Si moi j'ai porté cette réforme des retraites, et je l'évoque dans mon livre, on ne porte pas une réforme des retraites par plaisir. J'ai porté cette réforme des retraites parce que je suis très attaché, comme je pense la plupart des Français, à notre système de retraite par répartition. Et laisser croire aux Français qu'on peut créer un trou de 20 milliards d'euros dans notre système de retraite qui menace ce système, qui fait qu'on n'aura pas d'alternative, d'autres alternatives que de baisser les pensions ou d'augmenter les cotisations et donc de baisser le pouvoir d'achat, c'est irresponsable. Donc en clair, pour vous, un débat pour revenir à la retraite à 62 ans ou à 60 ans, c'est inutile? C'est irresponsable. C'est irresponsable. Laissez croire aux Français qu'on peut avoir le modèle social le plus généreux au monde en travaillant beaucoup moins que nos voisins, c'est irresponsable. Mais vous voyez quand même qu'un peu plus d'un an après l'adoption de la réforme des retraites à 64 ans, il y a eu des millions de personnes dans les rues, ça fait encore débat. Vous n'avez pas le sentiment que les Français n'ont toujours pas digéré cette réforme? Je pense qu'on a, et ça a été le cas dans l'hémicycle, un certain nombre de groupes politiques qui essayent de faire croire aux Français qu'on pourrait très bien avoir une retraite généreuse sans tenir compte du fait qu'il y a de moins en moins d'actifs pour financer la retraite des Français. Donc on trompe les Français en permanence. Et moi, je peux vous assurer, et là encore, je l'évoque dans le livre, qu'on a passé des semaines, des mois de discussion pour faire attention aux situations particulières de ceux qui ont commencé à travailler tôt, de ceux qui ont des métiers pénibles. Et ce sont effectivement 4 Français sur 10 qui n'auront jamais à travailler jusqu'à 64 ans. Alors, j'entends, mais quand vous regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Oui, c'est une alliance contre nature, comme d'habitude, oui. Qui étaient tous les deux pour l'abolition de la retraite à 64 ans, de votre réforme. C'est eux aujourd'hui qui sont majoritaires. C'est pour ça que je vous disais, je vous posais cette question. Vous n'avez pas l'impression que les Français n'ont toujours pas digéré cette réforme? Je pense qu'on a un certain nombre de forces politiques qui continuent à entretenir. Mais ils sont majoritaires à l'Assemblée. Idée. Oui, d'accord. Et est-ce qu'on peut, dans la situation de nos finances publiques, créer un trou de 20 milliards d'euros? Qu'ils disent aux Français quelles seraient les conséquences d'une abrogation de la réforme des retraites. Ça veut dire une baisse des pensions. Est-ce que les Français sont favorables à une baisse des pensions? Est-ce qu'ils sont favorables à une augmentation des cotisations avec la perte de pouvoir d'achat que ça représente pour les actifs? Est-ce qu'il faudra aller plus loin un jour? Parce qu'Édouard Philippe, par exemple, lui dit déjà qu'il faudra une retraite peut-être à 67 ans. Moi, ce que je note, c'est que cet âge de départ à la retraite, et ça a été le cas dans toutes les réformes des retraites, c'est un sujet extrêmement sensible. Ah oui? Donc je pense que si on doit demander aux Français de travailler davantage, il faut leur donner de la souplesse sur le moment où ils le font. Vous savez, c'était l'idée du compte épargne-temps universel, de dire vous pouvez peut-être travailler plus au début de votre vie, et puis moins ensuite. Vous pouvez épargner du temps pour partir plus tôt. On a généralisé, dans le cadre de la réforme des retraites, et ça on oublie de le dire, la possibilité d'avoir une retraite progressive, c'est-à-dire de passer à temps partiel et de liquider une partie de sa retraite. Et je pense qu'il faut réfléchir à un système où on donne de la souplesse aux Français. Pendant que les parlementaires font les comptes, les mauvaises nouvelles se succèdent pour l'emploi. Valeo a annoncé qu'il va supprimer 868 postes en France et fermer des usines. Coup dur pour les salariés et pour les communes concernées, où Valeo est souvent le principal employeur. De la tristesse, parce que je pense qu'on s'est beaucoup investi, comme la plupart des gens dans cette usine. Ça fait 24 ans pour moi. C'est le site, mais c'est le village en lui-même qui va, entre guillemets, mourir, parce que faut pas se leurrer, c'est aussi Valeo qui fait vivre le petit village. Valeo compte supprimer 868 postes sur 8 sites. Le problème, c'est on privilégie de passer le travail sur la Pologne, sur la Turquie. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Pourquoi on investit dans une usine au Maroc, à Tanger? Et pourquoi on ne pérennise pas l'emploi en France? On dépend beaucoup de l'industrie automobile. On voit bien que de toute façon, c'est problématique pour tout le monde. Parce que là, on parle de Valeo, mais je pense que d'ici peu,
Il va y avoir beaucoup de plans sociaux en 2025. Cette liste des plans de licenciement, elle ne cesse de s'allonger. Nous en avons recensé à ce jour 230. Nous demandons un moratoire sur les licenciements. L'industrie est frappée de plein fouet. Le gouvernement doit demander des comptes à ces entreprises sur l'emploi des aides perçues. Oui, nous devons être vigilants à chaque fois que des aides publiques sont touchées sous l'autorité du Premier ministre. Nous le faisons. Mais disons-nous les choses franchement. Dans un pays qui interdirait les licenciements économiques, quelles entreprises viendront créer de l'emploi? On ne va pas laisser les gens seuls, ni les territoires au bord du chemin. Elisabeth Borne, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qu'on vient d'entendre, estime qu'avec les plans de licenciement en préparation, vous avez aussi été ministre de l'Emploi, jusqu'à 200 000 emplois sont menacés en France. Êtes-vous aussi inquiète qu'elle? D'abord, je voudrais dire qu'un plan social, c'est toujours un drame. C'est un drame pour les salariés, c'est souvent un drame aussi pour les territoires. Et moi, je n'ai pas de doute que le ministre de l'Industrie, la ministre du Travail et de l'Emploi sont très mobilisés pour réduire au maximum ces plans sociaux, pour accompagner les salariés. Mais vous êtes inquiète pour cependant de la revitaliser les situation? territoires. Il y a des filières qui sont en difficulté. On parle là de l'automobile, on pourrait parler de la sidérurgie ou de la chimie. Il faut aussi agir pour défendre ces filières, pour continuer à soutenir notre industrie. C'est toutes les mesures qu'on a prises pour améliorer la compétitivité en France, pour renforcer l'attractivité. Comme on le dit, absolument. Je pense que c'est important de poursuivre une politique d'attractivité et de compétitivité. Et puis, il faut aussi continuer à sortir de notre naïveté et protéger nos filières face à des concurrences déloyales, en particulier vis-à-vis de la Chine. Donc il faut continuer à défendre l'industrie, c'est fondamental pour beaucoup de territoires. Michel Barnier, l'actuel Premier ministre, dit « ça commence à coûter cher ». Et justement, il se dit il va peut-être falloir revoir les aides aux entreprises, notamment sur les bas salaires, mais pas que. Est-ce que la question ne se pose pas, franchement, au vu des résultats? Vous savez, l'attractivité et la compétitivité, c'est fondamental. Réimplanter de l'industrie dans notre pays, c'est fondamental. Il y a des territoires qui ont été dévastés. Il faut faire du quoi qu'il en coûte là, dans ce cas-là. C'est pas du quoi qu'il en coûte. C'est sans doute aussi, évidemment, de réfléchir aux baisses qu'on peut avoir sur les impôts de production, qui est une spécificité française. Et puis, peut-être aussi réfléchir au modèle de financement de notre protection sociale qui repose exclusivement sur le travail. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voyez, il y a beaucoup par exemple, aujourd'hui, on sait que le chômage et la retraite, c'est normal, sont financés par des cotisations sociales, mais c'est le cas aussi de la protection, des allocations familiales, ou c'est le cas aussi de la santé. Est-ce qu'on peut réfléchir à un financement plus large? La CSG est une réponse qui a été apportée notamment... Vous voulez dire quoi, si on va jusqu'au bout? Que toutes ces exonérations qui coûtent cher, elles sont le pendant de cotisations sociales qui sont plus élevées. Vous voulez dire, par exemple, pour les retraites, par exemple, ou les allocations, prenons les retraites, il faudrait de la capitalisation? Non, les retraites, je considère que c'est du salaire différé et que ça doit être financé par des cotisations sociales. Vous savez que dans le premier quinquennat, par exemple, on avait basculé les cotisations maladie sur de la CSG. Je pense que c'est des réflexions qu'on doit mener. En tout cas, s'assurer qu'on pèse moins par des cotisations sociales sur le coût du travail, c'est sans doute quelque chose qu'il faut regarder. Sur le budget, Michel Barnier a choisi de laisser faire les débats. Vous avez vu, il n'a pas dégainé de 49.3, peut-être demain, s'il y a blocage. C'est une méthode qui ne vous convainc pas, vous l'avez dit. Vous pensez qu'il aurait dû sortir le 49.3 dès le début et on n'en serait pas là aujourd'hui? Moi, je ne vais pas, dans la situation politique aussi difficile que celle qu'on connaît, venir donner des conseils a posteriori. Non, c'est au vu de votre expérience que vous racontez dans 20 mois à Matignon, justement. C'est pour ça que je vous pose la question. Ce que je dis, c'est que c'est vrai que le spectacle qu'on a donné avec le débat qui s'est prolongé dans l'hémicycle pour recourir à un autre outil constitutionnel qui permet, au bout d'un certain temps, que le texte passe au Sénat en effaçant ce qui a pu être adopté dans le cadre des débats, je pense à l'Assemblée. Ça a suscité beaucoup de questions. Moi, j'ai des chefs d'entreprise, des Français, qui voyaient les taxes qui pleuvaient au fur et à mesure des débats. Ça crée aussi de l'inquiétude. Mais ça, c'est Michel Barnier qui laisse courir les débats, justement. C'est le choix qu'il a fait. Mais vous le partagez aujourd'hui, moi, j'avais fait d'autres choix et en même temps, on n'était pas dans la même situation, puisque Michel Barnier a un Sénat qui soutient le gouvernement, ce qui n'était pas le cas quand j'étais Première ministre. Donc, on a perdu 3 mois.
Je dis qu'on n'est pas dans la même situation, mais qu'en tout cas, des débats qui ne débouchent sur rien à l'Assemblée, ça ne me semble pas formidable. Et l'image qui a été donnée était plutôt et le résultat, au détriment de l'Assemblée. Et moi, je pense que c'est important. Et vous voyez, et peut-être au détriment du gouvernement. Ça n'a pas pu être le cas. On n'a jamais discuté dans l'hémicycle de la partie dépenses du budget. Ça me semble un problème. Mais ça, c'est un problème. Donc, c'est un problème pour vous à l'Assemblée nationale, mais aussi pour le gouvernement de ce fait. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, effectivement, et c'est le plus important, il est menacé d'une motion de censure par le Rassemblement national. C'est totalement irresponsable. Et quoi qu'on pense de la méthode part de qui du Rassemblement national, totalement irresponsable. Vouloir expliquer aux Français que ça n'est pas grave, qu'on peut très bien censurer le gouvernement en pleine discussion budgétaire et que ça n'est pas grave, c'est mentir aux Français. Donc, quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur la méthode, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir sur certains points du budget, on ne peut pas censurer le gouvernement au milieu d'un débat budgétaire. Quand, par exemple, vous disiez la semaine dernière que, attention, si le budget n'est pas voté, il y a un risque de panne sèche, avec des cartes vitales qui ne pourraient plus fonctionner, des retraites qui ne seraient plus versées, vous maintenez ça ? Pour qu'on puisse continuer à payer ces prestations, il faut à minima qu'on puisse avoir quelques dispositions qui soient votées, notamment pour permettre aux organismes de sécurité sociale de s'endetter. Moi, j'entends maintenant le Rassemblement national qui nous dit, et bien sûr, on voterait ces lois spéciales. Comme le Rassemblement national, j'en ai fait l'expérience, et je le dis dans le livre, peut vous dire blanc le matin et noir le soir, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, même dans cette hypothèse, la moins pire des solutions serait d'exécuter le budget de 2024, de le reconduire quelque temps en 2025. Vous pensez que... Et là, vous voyez ce que je trouve quand même extraordinaire d'une mauvaise foi absolue du Rassemblement national, c'est qu'il nous explique que dans ces lignes rouges, il y a notamment le fait qu'on n'indexe pas les pensions, soit quelque chose qui m'échappe, mais quand on reconduit le budget de l'année passée, c'est 0 indexation des pensions. Donc c'est quand même assez paradoxal que le Rassemblement national conteste l'indexation de moitié des pensions de retraite au 1er janvier et expose les Français à 0 indexation. Donc pour vous, le Rassemblement national joue double jeu et a déjà décidé de censurer Michel Barnier. Je pense que, comme d'habitude, le Rassemblement national ne s'occupe pas de l'intérêt du pays et des Français, qu'il est dans sa tactique interne et que c'est ce spectacle qu'il est en train de nous donner. Tactique interne, parce que vous pensez qu'il y a 2 lignes ou... Non, il est dans sa tactique et ses intérêts propres d'un parti qui, par ailleurs, peut avoir d'autres sujets, notamment le procès qui est en cours. Et voilà, ça n'est pas l'intérêt des Français. Évidemment, c'est grave pour le pays, c'est grave pour les Français, c'est grave pour tout le monde d'imaginer censurer le gouvernement dans ce contexte. Vous avez été la 2e première ministre, j'ai bien dit première ministre, de la Ve République. Ça reste encore marquant, historique, c'est comme ça, et ça marque un parcours. C'est l'histoire d'une locataire dont le bail fut un peu court. Votre livre, 20 mois à Matignon. M'épancher dessus, c'est plus facile finalement à écrire qu'à évoquer à l'oral. Toujours difficile de verbaliser la fierté d'être choisi, la violence quand ça s'arrête. J'avais été assez touché par votre discours d'arrivée à Matignon, en parlant des espoirs pour les petites filles. Si vous pouvez mettre un mot pour ma petite fille. La place des femmes, toujours revendiquée, reste son empreinte. Je vous admire et surtout mais parfois il en faut aussi femme. Comme conseillère municipale. Hein. Oui, aussi. Parce qu'il y a aussi un peu de sexisme, non? Exactement, c'est ça. Si y a un message que j'ai envie que les lecteurs retiennent, c'est qu'on peut s'engager en politique, pas pour son propre intérêt, mais pour servir les Français. Servir et partir. C'était le 9 janvier dernier. Malgré les sourires, Elisabeth Borne cède à regret son fauteuil. Cher Gabriel, tout d'abord, bienvenue à Matignon. Gabriel Attal, c'était celui qui devait redonner du souffle à un quinquennat déchiré par les combats sur la réforme des retraites et l'immigration. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Dissolution législative, Elisabeth Borne repart sur ses terres normandes et se fait bousculer. Il vous a mis simplement dehors, il n'a pas mis sa place en jeu. C'est la fonction de Premier ministre. Et moi, je me bats maintenant pour la 6e circonscription du Calvados. Finalement réélue, grâce au retrait du candidat LFI, elle retrouve son fauteuil de députée. Mais c'est au Sénat que l'ancienne Première ministre doit répondre à la question « Qui a caché le dérapage des finances publiques ?» Enfin, moi, là, j'ai été alertée mi-décembre. C'est pas le rôle du Premier ministre de challenger les hypothèses de croissance de son ministre de l'économie.
20 mois à Matignon valent bien une médaille et un éloge. La voilà commandeur de la Légion d'honneur. Loyal, forcément, loyal au président de la République. Mais qu'en est-il du macronisme? Les militants s'interrogent. Ancien militant et adhérent Renaissance. Et je suis quand même assez déçu par le virage un peu à droite du parti. Je pense que c'est important de ne pas oublier. C'est bien de garder notre colonne vertébrale, oui. Elisabeth Borne, vous avez vu ce militant qui dit avec Michel Barnier, il y a un virage à droite du macronisme, quoi. Vous avez l'impression que le cap du macronisme est gardé avec Michel Barnier? Ah, je ne pense pas qu'il se revendique macroniste, Michel Barnier. Et moi, il est de droite. Mon combat, c'est que cette force centrale, qui n'est pas dans des dogmes de droite ou de gauche, s'inscrive durablement dans la vie politique française. Et Michel Barnier, il est de droite, lui. Ah ben, je pense qu'il se revendique sans problème de droite, oui. Donc c'est un changement de cap, son arrivée à Matignon, de ce fait. Ah ben, écoutez, le président a tiré les conséquences de la configuration de l'Assemblée nationale, et effectivement, pour l'instant, c'est une autre politique. Est-ce que pour vous, donc, en tant que macroniste, la dissolution de juin dernier, ça a été, j'allais dire, une catastrophe? Moi, j'ai dit au président de la République que je considérais que l'Assemblée nationale fonctionnait, qu'on avait pu faire voter plus de 60 textes, et voilà, qu'on aurait pu continuer de cette façon. Avec des 49.3, mais il l'utilisera de toute façon. 49.3, vous savez, c'est non, mais il l'utilisera de toute façon, Michel Barnier. C'est sur le budget, voilà. Et Michel Barnier l'utilisera, probablement. Je pense qu'il sera amené à l'utiliser, mais n'oublions pas que pour plus de 60 textes, on a pu bâtir des accords, souvent avec la droite de l'hémicycle, avec les Républicains à l'époque, et parfois avec la gauche de l'hémicycle. Et finalement, je pense que chercher des compromis, c'est une bonne méthode dans notre pays. Il y a une vie avant et après Matignon, ce que vous racontez dans 20 mois à Matignon. C'est passé un peu inaperçu, mais mardi soir, Michel Barnier a proposé comme piste d'économie de demander aux anciens premiers ministres de réduire leurs dépenses prises en charge par l'État, dépenses de sécurité par exemple. Est-ce que vous y êtes prête personnellement ? Enfin, vous savez, les dépenses des premiers ministres, et je pense que c'est important au moment où il y a beaucoup de défiance pour la classe, vis-à-vis de la classe politique, de dire que ce qui est pris en charge, quand on est un ancien Premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée. Alors, si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité, peut-être, mais c'est ça les... En l'occurrence, vous avez des problèmes de sécurité. Écoutez, je pense que vous l'avez dit, j'ai porté des réformes qui n'étaient pas toutes populaires, donc je pense qu'une protection et une sécurité, ça me paraît adapté. Nous retrouvons Nathalie Moré, journaliste politique à Ebra Presse pour sa carte blanche deuxième. Rebonjour Nathalie. Rebonjour Francis. Bonjour Elisabeth Borne. On va parler de votre parti Renaissance, puisque vous êtes désormais la numéro 2 de Renaissance, puisque, je rappelle, vous avez... C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, oui. La semaine prochaine, vous avez passé donc un accord avec Gabriel Attal, et la semaine prochaine, il sera officiellement désigné patron de votre parti. Ça a été une élection assez simple pour lui, on ne va pas se mentir, puisqu'il était le seul candidat. La semaine prochaine. Il était le seul candidat, il est le seul candidat, donc il va être élu royalement. Honnêtement, franchement, est-ce que c'est l'idée que vous vous faites d'une élection? Est-ce que c'est très démocratique, une élection avec un seul candidat? Vous avez vu la situation politique difficile que connaît notre pays. Nous avons considéré, et moi j'ai considéré, que ce n'était pas le moment d'avoir en plus des débats au sein de notre parti. Je pense qu'on doit mobiliser toutes nos énergies, tous nos talents pour faire ce qu'attendent les Français, c'est qu'on soit capable de leur proposer un projet qui réponde à leurs préoccupations. On aura des débats. Donc moi, je devrais être présidente du Parlement du parti, et je peux vous assurer que j'aurai à cœur qu'on ait des débats pour être capable de proposer les meilleures réponses aux Français, qu'on construira ensemble. Sur quoi et avec débats, eux. Par exemple ? Mais vous savez, des débats, par exemple, sur quelque chose qui me semble très préoccupant dans notre pays aujourd'hui, c'est quand on voit qu'on a des salariés qui démarrent leur vie au SMIC et qui terminent leur vie au SMIC. Comment on relance l'ascenseur social dans notre pays ? Des débats sur la fracture territoriale. Et on parlait de l'industrie tout à l'heure. Je pense que c'est très important qu'on puisse mener cette réindustrialisation. Des débats sur des sujets régaliens. Vous savez, on a eu un moment difficile dans l'ex-majorité présidentielle sur l'immigration. Je pense que c'est important qu'on dise aux Français quelle est notre ligne sur ces sujets-là. Mais est-ce que vous allez être justement sur la même ligne que Gabriel Attal? Parce qu'il y a souvent eu des différences entre vous. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes quelque part condamné à vous entendre? Ce sont les militants qui définiront la ligne. Un parti, c'est une entité démocratique.
Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur des débats. Il faudra consulter évidemment les militants qui sauront aller aussi se mettre à l'écoute des Français pour qu'on réponde au mieux à leurs préoccupations. Alors, vous parlez de la ligne, mais c'est quoi la ligne? Parce que pour l'instant, Renaissance, c'est quoi? C'est un parti aujourd'hui, il y a quoi? Environ 10 000 adhérents. La ligne politique jusqu'à présent, c'était de faire élire le président de la République, Emmanuel Macron, candidat en 2017, puis de le faire réélire en 2022. La ligne politique de Renaissance, aujourd'hui, ça va être quoi? C'est l'après-macronisme? C'est la fin du macronisme? Non, mais attendez, la ligne politique, c'est d'être une force du centre qui ne s'enferme pas dans des dogmes de droite ou de gauche, qui part des difficultés que connaissent nos concitoyens et qui essaye de bâtir des nouvelles réponses, notamment face à des problèmes qui minent notre pays depuis des décennies. Et je pense que c'est ce travail qu'on doit faire au sein de Renaissance. D'accord. Vous ne vouliez pas que Gabriel Attal soit à la fois patron du parti et à la tête des députés macronistes. Maintenant, vous êtes d'accord avec ça? Il sait très bien que je considère que ce sont 2 jobs à temps plein et je pense qu'il verra le moment venu ce qu'il fait. Il doit faire un choix. Moi, je pense que quand on voit la difficulté des débats à l'Assemblée nationale, on voit à quel point on a besoin d'un président de groupe disponible. À 100%. Et on a aussi besoin de mettre beaucoup d'énergie dans notre parti Renaissance, précisément pour apporter des réponses à tous les sujets de préoccupation qu'on a tous entendus dans la campagne. Ça vous intéresse d'être présidente du groupe des députés macronistes? Non, je vous remercie. D'accord. Vous n'êtes pas candidate. Alors, dans votre livre dont Francis a parlé, vous détaillez longuement quelles sont vos valeurs. Et vous êtes quand même très sévère sur les ambitieux, je vous cite, dont les seules valeurs sont leur propre intérêt. Moi, ça m'intéresserait de savoir qui sont ces ambitieux que vous visez. Vous connaissez suffisamment, je pense, la classe politique pour en avoir croisé. Mais peut-être pas les gens qui il y a des gens. Non, mais vous savez, il y a des gens qui s'engagent en politique pour faire carrière. Moi, il se trouve que quand Emmanuel Macron m'a proposé de rentrer dans son gouvernement, j'étais PDG d'une très belle entreprise publique. RATP. Donc du coup, je cite parce que... Voilà. Donc du coup, moi, je me suis engagé pour servir mon pays. Mais qui sont ces gens qui pense pour eux-mêmes dans vos rangs, vous voulez dire? Je ne donnerai pas de nom. Vous n'avez pas donné les noms dans votre livre. Je pense que chacun se reconnaîtra. Non. Et que les Français, qu'ils observent la vie politique. Il y en a beaucoup des gens qui considèrent que leur propre intérêt est plus important que l'intérêt. Moi, ce que je constate, vous savez, c'est que les élus locaux, très souvent, ils sont très engagés pour leur territoire, ils ne comptent pas leur temps. Au niveau national, c'est pas nécessairement la même chose. On peut effectivement être fasciné par les postes de ministre. Moi, c'est pas pour ça que je me suis engagé. Je me suis engagé pour servir mon pays. Alors, dans vos valeurs, vous parlez... On a fini, Nathalie. On va être obligé d'avancer. Mais je vais rebondir un peu sur ce que vous vouliez dire. Parce que, Nathalie, vous vouliez parler du Rassemblement national. On a beaucoup parlé Elisabeth Borne. Mais justement, vous parliez d'immigration. Il faut être clair sur cette ligne dans le parti, vous dites. Or, aujourd'hui, Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, veut relancer la loi sur l'immigration qui avait été retoquée lorsque vous étiez Premier ministre. Et à l'époque, vous aviez dit l'aide médicale d'État, on y touche avec beaucoup de précautions, on fait attention. Lui, il veut la supprimer. S'il veut la supprimer, vous ne votez pas sa loi sur l'immigration. Non, mais il n'est pas question... moi, j'ai entendu le Premier ministre qui nous dit qu'il va s'appuyer sur le rapport que j'avais demandé à l'époque à messieurs Stefanini et Evin, qui dit très clairement, ce rapport, que c'est un dispositif utile. Donc, bien évidemment, je serais opposé à une suppression de l'aide médicale d'État. Et je pense, par ailleurs... Donc, si elle est dans le texte, vous ne votez pas le texte? Non, mais je pense que, avant de proposer un nouveau texte, veillons à appliquer celui qui a été voté, qui a été promulgué au début de cette année. Vous savez, je pense qu'on légifère beaucoup. Il faut avoir en tête que la loi, c'est la première étape. Il faut s'occuper de l'application de la loi. Dans une semaine va avoir lieu la réouverture de Notre-Dame après plus de 50 travaux. Avant-hier, Emmanuel Macron a fait une avant-dernière visite de chantier. Le président de la République a estimé que ce sera un choc d'espérance et il a remercié tous les corps d'État qui ont participé, les corps de métier, pardon. Vous avez suivi le chantier lorsque vous étiez à Matignon. Avez-vous eu des doutes parfois sur le respect du calendrier? Vous savez, je pense que quand Emmanuel Macron a annoncé qu'on pourrait rouvrir Notre-Dame 5 ans après l'incendie, personne n'y croyait. Et c'est une formidable démonstration que notre pays, quand il est uni, il est capable de faire des exploits extraordinaires. Et puis, moi, ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce chantier, c'est que ça met en valeur des métiers qui ne sont pas bien connus et qui sont extraordinaires. Les tailleurs de pierre, ceux qui ont été refaire les vitraux, c'est des métiers formidables et moi, j'invite les jeunes à aller vers ces métiers. Et vous y serez dimanche prochain, samedi et dimanche, pour les cérémonies.
Merci Elisabeth Borne d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Réalisation Tristan Loller, rédaction en chef Claire Sébastien.